Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pied Club. Nous allons replonger ensemble dans ce monde merveilleux de la Première Ligue en compagnie de Bruno Taverne. Tout à fait, Serge. De bonjour. Philippe. Bonjour Serge. Et de Christian qui va évidemment nous apporter ses infos, ses datas précieuses depuis sa data room. Salut Christian. Bonjour Serge. On va commencer évidemment avec l'info de la semaine. Bon, elle date maintenant d'il y a quelques jours, mais on est obligé d'en parler. The Little Bold Genius, le petit génie chauve, s'est fait virer du côté de Manchester United. On peut dire que ça devenait inéluctable. Il l'a appelé génie, rappelez-moi. C'était un journaliste au cours de la première saison, parce qu'après ça s'est un peu dégradé. Même la première saison, c'était compliqué, non? Oui, il avait été troisième, il avait gagné la Coupe de la Ligue, donc pour une espèce de remise en forme de Manchester United, ça passait. Après, ça a été Ce qui avait été compliqué, c'est à la fois ses déclarations à la presse déjà dès le début, parce qu'il était assez mystérieux dans ce qu'il disait, et puis ses relations avec les joueurs aussi, parce que ça s'est très mal passé quand même, avec notamment Cristiano Ronaldo. Oui, dans la première partie, mais là, ça se passe mal depuis ce début de saison. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, parce que Manchester United joue un match important. Ce sera donc avec un coach intérimaire. On parle de l'arrivée imminente de Ruben Amorim, l'actuel entraîneur du Sporting Portugal, qui a remis quand même cette équipe du Sporting en tête du peloton au Portugal. Ils sont d'ailleurs en tête du championnat cette saison aussi. Vous savez que Mendes est un homme très très influent en Première Ligue, patron d'équipe. Donc c'est l'agent de Ruben Amorim. De toute façon, même si ce n'est pas l'agent officiel, il n'y a rien qui se fait sans certain nombre d'agents. Vous savez, ce sont des dossiers simples et compliqués à la fois. Ça négocie l'argent, puisque je crois qu'il demande 9 millions, plus 4 millions pour amener ses assistants. Pour le staff, oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec Ruud van Nistelrooy? C'est une des questions qu'on est en train de normalement, il n'y aurait poser. plus de place pour lui. Plus une liste de joueurs à virer. Voilà. Oui, plus une liste de joueurs à amener, sans doute, du Sporting. Ouais. En tout cas, on a les moyens de changer d'entraîneur à Manchester United parce que la prime de départ, on appelle ça une prime pour incompétence. Pour incompétence. Non, pas incompétence, pour manque de résultats. 18 millions d'euros. On ajoute donc combien avec l'arrivée d'Amorim? Probable, c'est en discussion. Au moment où on enregistre cette émission, c'est pas encore officiel, mais ils sont en train de négocier. À peu près 12 millions. Donc ça ferait 30 millions pour changer d'entraîneur. Voilà. Verdict le 15 novembre, apparemment, après la trêve internationale. Donc le monde du football est fantastique. Allez, on continue et on replonge, nous, dans le week-end dernier pour revivre les buts marqués lors de la 9e journée sous un angle différent. C'est parti. Flick at the front post, Van Dijk puts it in! Darwin Núñez is onside, he's got Salah infield of him. Mo Salah must be! 2-2! Bernardo Silva, Matheus Nunes. Oh, it's a lovely cross! And it's in from Erling Haaland! That's a magnificent passage. Neto gets there first, which he does. Jackson scores, but it's all about Cole Palmer. He's playing in ball, and there is Isak. 1-1. It's Palmer. You cannot keep that man quiet for long. Now it's Rutte. Now it's Welbeck. Here's Lamptey. Square for Evan Ferguson. Comes the corner, and Dawson, and it's not over just yet, and it's 4-on-1, and he managed to hit the one. Can you believe that? And now a possible attack for Wolves with Cunha to take it on. Oh, would you believe it? Crystal Palace are finally off and running. Ryan Yates located the bottom corner perfectly. Wood on the turn. Hansen ball. Bailey, is it in? It is! Tavernier. Evan Nielsen's header! He's got the goal that gets Bournemouth a point! And Fulham fire themselves in front. Ashley Young round the back. And Beto is the man in the nick of time. And Sammy Smolik scores for Ipswich Town. Opens up here for Hurst, and Ipswich double their lead. Jan Elm striding forward. Brentford back in the game. Johan Witzer in on goal. And
just like that, it's 2-2. And from 2 behind, Brentford lead. And it goes towards the lap, and Ipswich Town are back on terms. And it goes from Mbemo, 4-3. Bowen. And bundled down by Sancho Somerville. Zexi, Casemiro, Manchester United level. Lindelof mistimed his header. Leeds goes down. West Ham United get the penalty. Who's going to keep them there? It's Bowen. Controversy and drama at the London Stadium. Image de fin. C'était la dernière image. On l'avait dans la séquence. Vous avez vu les 31 buts. Il a quand même manqué un peu de charisme pour un club comme Man United. On peut dire ça ou pas? Voilà, mais qui a eu du charisme depuis 10 ans, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, alors qu'il y a quand même des managers. C'est déjà 10 ans, Sir Alex. C'est déjà même 11 ans. Tous les 6 mois, il y a un nouveau coach là. Je crois que ce sera le 10e. Si Amorim arrive, ce sera le 10e coach. On rappelle que Sir Alex sera remercié à la fin de la saison aussi de son rôle de conseiller. Après, détail ça. Ils économisent pour. Voilà, ils économisent pour payer justement les coachs qui partent et les coachs qui arrivent, les managers qui arrivent. Allez, on fait le point avec les faits marquants au terme de la 9e journée où Manchester City a quand même repris la première place. Il faut le signaler, changement de leader, même si on est début de la saison et que ça se tient encore de très près dans l'eau du classement. Par contre, on le disait, on a la chance d'avoir Christian et vision du jeu qui a remarqué quand même une évolution. Alors Christian, pour replacer la chronologie, vous avez commencé vision du jeu, donc à analyser des centaines et des milliers de buts dans tous les championnats, dont le championnat anglais, depuis 2010. Et vous avez remarqué qu'il y a eu une évolution sur maintenant presque 15 ans dans la manière dont les buts sont amenés et marqués, notamment en Première Ligue. Oui, spécialement de plein jeu, puisque les deux catégories principales, c'est marqué suite à un centre ou marqué suite à une combinaison de passes. Et là, on a remarqué qu'à l'époque, il y a 14 ans, 14 saisons, on marquait beaucoup sur centre, beaucoup plus que sur combinaison de passes. Et puis sont arrivés les entraîneurs latins, notamment les entraîneurs espagnols, avec Guardiola, notamment, et maintenant avec Emery, Arteta et tout ça. Et donc, on remarque maintenant, on le voit sur le tableau, sur l'infographie, que progressivement, le centre a fait place à la combinaison de passes. Et donc, on regarde aujourd'hui que de plein jeu, on parvient à marquer 42 buts sur des combinaisons de passes. Alors, aujourd'hui, se déposer dans les 20 derniers mètres, c'est quelque chose de beaucoup plus facile. Et si on n'a pas l'option du centre, et notamment la zone optimale de centre, on peut notamment utiliser les combinaisons de passes et on le voit très bien. Et donc, ça, c'est la grosse évolution en 15 ans dans le football anglais. Et on va le voir dans l'infographie suivante que vous avez intitulée « Le centre n'est plus à la mode ». Donc, il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Je voulais voir actuellement, si on prend les meilleurs buteurs du championnat, je voulais voir combien il y a de buts sur centre. Alors, sur la colonne de gauche, les chiffres, ce sont le nombre de buts marqués, et à droite, le nombre de buts marqués suite à un centre. Et regardez, dans toute cette liste, le meilleur buteur, il n'a marqué qu'un but sur centre, alors que c'est une équipe comme Manchester City, donc c'est quand même une utilisation importante, notamment précédemment. Il n'y a que Mbemo et tout le reste, en fait, c'est un peu, Palmer, pas de but, Wood, pas de but, alors que c'est un attaquant de pointe. Salah, c'est un ailier, pas de but suite à un centre. Il n'y a que Welbeck avec Brighton et Nicolas Jackson qui a marqué enfin son premier but sur centre cette semaine-ci. Mais sinon, ça reste vraiment quelque chose de rare maintenant. Mais ça, là, c'est clair. Vous avez les deux flancs défensifs qui, avec Klopp, étaient des flancs offensifs. On avait les meilleurs donneurs d'assists quasiment, en tout cas de leur équipe, avec des dizaines d'assists des deux côtés, avec Robertson et Trent Alexander-Arnold. Aujourd'hui, ils sont back gauche et back droit. Et donc, d'abord défendre. Donc, ça bouge un peu moins par les flancs. Et donc, moi, je retiens ce qu'a dit Christian, ça correspond à l'arrivée des managers espagnols. Évidemment, on doit citer Pep Guardiola. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un petit peu comme révolutionné la Première Ligue ? Il a révolutionné et contaminé. Oui, parce qu'on a l'impression souvent qu'on veut rentrer avec le ballon dans le but et que c'est vrai, il y avait un jeu plus direct. Donc ça veut dire aussi probablement qu'on marque moins de buts de la tête, puisqu'il y a moins de buts sur centre. Ça paraît assez logique. Et ça correspond aussi à la taille plus petite peut-être des joueurs latins en général, où on a cherché à avoir d'autres efficacités. Voilà, c'est le vieux foot anglais, c'était du kick and rush et c'était beaucoup de centre. C'est plus le foot anglais des années 80 et des années 90, ça c'est sûr. Et on marquait beaucoup plus sur centre et beaucoup plus de la tête certainement. Ici,
par exemple, la relance à partir de la base arrière, il faut quand même, si on replace ça dans son contexte, à Barcelone, ça a un sens, puisqu'il a beaucoup de joueurs de petite taille, mais immensément techniques. Donc, il n'y a pas un problème. C'est une technique élaborée, une tactique élaborée à partir de ce qu'il a à sa disposition. Aujourd'hui, certaines équipes feraient bien de faire un kick and rush. Hein. Southampton essaie de jouer comme ça. Ouais. Ils ont pas gagné encore. Mais en provincial, chez nous, ils essaient de jouer comme ça aussi. De temps en temps, je vais voir un match pour même au parc, ils essaient de jouer comme ça. Ok. Bon, vous étiez là la semaine dernière, vous êtes un fidèle de PL Club, Bruno. La semaine dernière, Christian avait évoqué le fait qu'on marquait plus au 4e quart d'heure cette saison en Première Ligue. Le week-end dernier, vous allez le voir, il y a eu un petit changement parce qu'il y a eu pas mal de buts qui ont rapporté des points ou la victoire dans le dernier quart d'heure et surtout au-delà de la 90e minute. Avec West Ham, notamment le penalty qui est quand même assez polémique. Il y a eu Bournemouth qui a égalisé Aston Villa sur un but à la 96e, 97e. Il y a eu Brentford, Brighton. On peut peut-être voir l'infographie avec le timing des buts. Voilà, 11 buts marqués dans le 6e quart d'heure. Voilà. On avait remarqué ça, c'était la saison dernière, où il y avait eu plus de temps additionnel. On revient sur un modèle plus standard en Première Ligue, en marquant beaucoup dans le dernier quart d'heure. Oui, il faut voir aussi le contexte par rapport à la succession des matchs. Quand il y a des semaines internationales, qu'on revient, ça manque de fraîcheur. Manque de fraîcheur veut dire manque d'assises défensives. Hein. Dans le cas d'Ipswich, c'est aussi des équipes qui craquent en fin de rencontre. C'est assez logique pour des promus qui font beaucoup d'efforts et qui ont une certaine naïveté défensive aussi. Donc, l'autre équipe sait aussi que jusqu'au bout, elle peut gagner le match. Et ça arrive assez fréquemment. C'est vrai que dans le Goal of the Day, cette semaine, on était surpris parce qu'on a rarement eu autant de buts dans le dernier quart d'heure. Dans les dernières minutes. Voilà pour cette 9e journée. On ouvre la 10e avec la première rencontre du week-end à 13h30 samedi. Une rencontre que tous les abonnés, vous, peuvent aussi voir sur Divertissez-vous. C'est Newcastle Arsenal. On en parle après ceci. At St James's Park, it is Newcastle United against Arsenal. Newcastle flex their muscle. Arsenal are not happy about it. That is high. That is reckless. Gordon! Did the ball go out of play? It's a disgrace. Bukayo Saka! Two clubs who refuse to bow down to each other, refuse to budge an inch. Ça va commencer fort ce week-end, donc samedi à 13h30 du côté de St James's Park. Newcastle actuellement 12e avec 12 points face à Arsenal qui est 3e avec 18 points. On commence évidemment avec les Magpies. Les voir à la 12e place après 9 matchs maintenant. Ils sont sur une série de 5 rencontres sans victoire en Première Ligue. C'est une déception, on attendait mieux quand même de l'équipe d'Eddie Howe. Ouais, ils avaient commencé sans défaite, je crois que c'était 4 matchs sans défaite pour débuter la saison. C'est bien reparti avec le retour de certains blessés. Puis ils ont de nouveau des soucis de blessures depuis le début de la saison. Et là, effectivement, ils sont sur une mauvaise série. Ça se passe un peu mieux en Coupe de la Ligue, puisqu'ils se sont imposés face à Chelsea. Mais... Oui, ça, c'était les matchs de mercredi soir. Ouais. Effectivement, il y a eu la Coupe de la Ligue, les 8e de finale durant cette semaine. Et Chelsea sans Palmer, enfin sans grosse cylindre. Oui, bien sûr. Même, mais ils ont fait un bon match contre les Blues de Chelsea ce week-end. Ouais. Ils perdent 2-1. Ils auraient pu égaliser en fin de rencontre aussi. Donc, pour l'instant, ça ne tourne pas bien au niveau de l'efficacité offensive, je pense, et la gestion des blessures est un problème pour Eddie Howe, je pense. On voit les résultats face aux équipes. On est descendu, ou Christian est descendu jusqu'au top 15 avec une seule victoire. C'était la victoire à domicile face à Tottenham. Et un partage face à City qui est un bon résultat. Mais là, ils ont fait un très bon match aussi face à City. Pour les avoir commentés ce week-end face aux Blues, c'est une équipe qui manque de vitesse. Et là, à un moment donné... malgré Gordon, malgré... Gordon était blessé, donc il n'était pas là. Donc, ça joue de l'ensemble depuis le début de la saison. Ah oui, mais moi, je parle du dernier match que j'ai vu, je les ai trouvés mais très très lents. Alors, on se souvient que quand Eddie Howe est arrivé, il avait d'abord sauvé, pendant les premiers mois, il est arrivé au mois de décembre, il me semble, en pleine saison, il avait sauvé cette équipe. La 2e saison, ils avaient qualifié pour la Ligue des Champions et il avait été la meilleure défense en compagnie de Manchester City qui était champion avec 33 buts encaissés, donc en 38 matchs. La saison dernière, il y a eu déjà 2 fois plus de buts encaissés et en ces débuts de saison, on voit que Newcastle a déjà pris 10 buts en l'espace maintenant de 9 rencontres. Christian, il y a un problème à ce niveau-là. Eddie Howe ne parvient plus à faire cette mise en place défensive qui était sa marque de fabrique au début.
Non, et c'est un peu la conséquence d'un entraîneur qui a un modèle où il avait l'habitude avec Bournemouth de mettre une équipe en place défensivement. Alors ça se passait très bien la première saison, mais après il faut passer à autre chose. Il faut pouvoir commencer à prendre le ballon, il faut commencer à avoir la possession de balle, et ça c'est plus compliqué parce qu'on s'expose évidemment, et on le voit notamment ici avec cette vitesse dont Bruno parlait, cette vitesse défensive. On voit Burn, on s'est focalisé sur lui, on aurait pu le faire avec Scar aussi, mais il est tout le temps en retard. Ce joueur n'a absolument pas les qualités. Là, regardez, il y a un contrôle orienté, il fait une feinte et il est 3 mètres. Ça ressemble plutôt à Sunday Football, plutôt en Angleterre, plutôt que la Première Ligue. Alors, sur le flanc gauche, quand il jouait sur le flanc gauche, à la limite, ça va, on peut encore masquer et on peut encore récupérer des choses. Mais là, quand ils sont dans l'axe, regardez, ici, il y a un ballon dans la profondeur. Il est au départ. Superbe ballon de Cole Palmer. Oui, mais il est au départ de l'action. Il est avec Nicolas Jackson et 40 mètres plus loin, il est à 10 mètres et l'autre n'a qu'à marquer facilement. Il y a un certain moment, ça fait un peu mal parce que c'est pas pour accabler le joueur, mais à un certain moment, quand on n'a pas le niveau, l'entraîneur doit prendre des décisions et il faut quand même mettre quelque chose qui est un peu plus rapide, un peu plus dynamique que Burn et Scar dans cet axe défensif. Avec un petit peu d'humour, on a l'impression qu'il tire sa caravane à certains moments. C'est pas qu'une impression. Quand on observe ça, on a l'impression qu'on est à la fois sur un ralenti en même temps que le live. Donc là il y a un gros souci. Et qualité technique aussi. Hein. Ouais. Et une déficience pour le niveau de la Première Ligue. Lors du deuxième match face à Chelsea, donc celui de cette semaine, c'était mercredi soir face à Chelsea, à domicile cette fois, il a mis une charnière centrale avec Schär et Lloyd Kelly, qui n'a pas encore beaucoup joué cette saison, donc ça s'est plutôt bien passé, ils n'ont pas encaissé, ils ont gagné 2-0. Est-ce que c'est peut-être une idée pour le match face à Arsenal ? Ne pas se baser sur ce que fait Chelsea en dehors de la Première Ligue. La priorité des Blues, c'est pas l'Europe, c'est pas les Cups. On verra pour la le top 4 en championnat. Mais bien sûr. Ouais. Et pour l'instant, ça fonctionne. Voilà pour cet aspect défensif du côté de Newcastle. On peut faire l'analyse aussi pour l'aspect offensif des Magpies avec, depuis le début de la saison, seulement 9 buts de marqués. Donc là aussi, c'est beaucoup trop peu pour une équipe qui voulait quand même terminer le plus près possible du top 4. Je vous rappelle quand même que les saisons précédentes, c'était l'équipe qui marquait le plus sur les transitions rapides, sur le jeu dominant rapide, avec beaucoup de face-à-face. Cette saison, ils ne sont qu'à 1 but sur face-à-face, donc il y a d'autres options qu'ils ont choisies pour le moment. Et notamment, c'est cette option-là, c'est-à-dire cette sortie de balle, cette sortie de balle collective qui est très très bien exécutée, mais qui n'est pas nécessairement dans leur ADN de départ. Et donc, ils sont obligés de se reposer sur une action parfaite qui part de la fin, du début jusqu'à la fin et qui se termine au cordeau. Mais ça arrive malheureusement trop rarement. La preuve, c'est le nombre de buts marqués cette saison. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté de passer à cette étape suivante, d'aller vers le jeu dominant placé, la zone optimale et le centre au cordeau. Mais c'est évidemment encore beaucoup trop peu par rapport à l'ADN précédent. On peut dire que la note de Newcastle depuis le début de saison, c'est insuffisant. Mais il ne faut pas les laisser jouer. Vous avez vu sur l'image là, ce n'est pas très rapide, mais si vous les laissez jouer, ici, Chelsea, c'était à nouveau endormi, c'est une équipe jeune, on le sait, qui par moment laisse son adversaire évoluer et commet quelques erreurs. Évidemment, on reste en Première Ligue, dans les normes de la Première Ligue. Et plusieurs erreurs sur la même action, vous encaissez. Et Newcastle joue à domicile. Ça, c'est un facteur important aussi. Et je trouve qu'il y a un point qui est très différent par rapport à Newcastle, qui était fort efficace, c'est son entrejeu. Bruno Guimaraes et Joelinton, normalement, ont vraiment dominé. Ça fonctionnait très très bien. Et là, on a l'impression que ça... Je ne sais pas pour quelle raison, il y a peut-être de la fatigue. En tout cas, ça fonctionne moins bien au niveau de l'entrejeu, donc ça passe plus facilement de l'autre côté aussi. Et ils ont besoin d'un Anthony Gordon en pleine forme. Oui. Cette équipe a besoin de ce joueur. Effectivement. Écoutez, on va passer du côté d'Arsenal, qui reste quand même sur un résultat de 1 point sur 6 sur les 2 derniers matchs. Défaite à Bournemouth, le partage à domicile face à Liverpool, dans les conditions qu'on connaît. Arsenal, à un moment, semblait contrôler cette rencontre, mais c'est pas mal de points perdus. Ils ont d'ailleurs 5 points de retard sur Manchester City. Donc, ce déplacement à Newcastle est très, très important dans l'optique de la course
au titre, parce qu'on va le voir, Arsenal n'a perdu qu'une seule fois cette saison, mais a déjà, Christian, perdu pas mal de points dans des partages, et vous le dites depuis qu'on fait PL Club, c'est-à-dire maintenant depuis quelques saisons, quand on est dans la course au titre, on ne peut pas perdre des points, les partages, il faut absolument les transformer en victoire, parce qu'au bout du compte, surtout quand Manchester City cravache comme il le fait maintenant depuis de nombreuses saisons, ce sera insuffisant. Insuffisant parce qu'il y a quelque chose qui a changé cette saison. On voit dans plusieurs matchs, et on l'avait déjà évoqué dans un PL Club précédent, que Arteta préfère laisser la possession de balle à l'adversaire. Il se contente des fois d'un but marqué 1-0 pour gagner. Et là, on va le voir sur l'infographie, sur l'ensemble de la saison passée, ils avaient 5 partages, donc c'était 10 points de perdus. Cette saison, ils ont déjà 3 partages et on est à la 9e journée. Donc là, il y a quelque chose qui se passe un peu. Il y a un manque de vouloir d'avoir le ballon. Et donc, 3 partages, c'est l'équivalent de 2 défaites. Alors, psychologiquement, c'est bien, on n'a pas perdu. Mais en termes de points, c'est quand même déjà 6 points de perdus. C'est beaucoup trop et c'est un peu inquiétant parce qu'on a l'impression que Arsenal décroche déjà assez tôt par rapport à Manchester City, ce qui n'était pas le cas les autres saisons. Alors, il y a eu évidemment les cartons rouges qui ont aussi compliqué. Il y a déjà 3 cartons rouges cette saison pour les Gunners. Surtout les blessures. Les blessures de Odegaard, je pense. Sur 6 matchs, 3 fois ils perdent des points. 3 matchs, ils perdent des points. Sans Odegaard, ça peut aussi expliquer les cartons rouges parce qu'il y a moins de discipline peut-être dans l'entrejeu. C'est quand même Declan Rice qui en prend, c'est Trossard. Voilà. Une blessure peut avoir beaucoup de conséquences multiples. Je pense que la stabilité d'Arsenal, c'était Odegaard, à la fois dans le jeu offensif, mais aussi dans l'organisation défensive. Depuis qu'il n'est pas là, c'est plus problématique et ils n'ont pas vraiment un remplacement pour Odegaard. Vous voyez, c'est là que vous perdez un titre. City joue sans Rodri et De Bruyne, mais gagne. Même si ce n'est pas spectaculaire. Belle remarque, bonne remarque. Et pour ce samedi, il y aura encore des absents avec notamment Gabriel qui s'est blessé dans le match face à Liverpool, Calafiori blessé, Odegaard toujours blessé. Est-ce qu'on peut encore compter sur Gabriel ? Oui. Oui, bien sûr, mais après, si on n'est pas à 100%, c'est difficile d'être au plus haut niveau tout le temps. Et c'est, comme le disait Bruno, City, eux, ils se plaignent de ne plus avoir que 13 joueurs pour jouer. On va voir ce que ça donne aussi. Voilà. Je traduis ce que je veux dire, c'est que ces joueurs sont à sur-régime depuis longtemps. À un moment donné, quand vous commencez avec une blessure, une deuxième blessure, attention. C'est là aussi qu'on voit que pour mener une saison avec la Ligue des Champions, avec le championnat, où il y a des ambitions de titre, avec peut-être aussi la Cup ou la Coupe de la Ligue, pour le moment, ils sont quand même toujours qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont besoin d'un titre, que ce soit Coupe de la Ligue, ils ont besoin d'un titre. Ils ont besoin d'un noyau. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop juste, justement, cette saison ? Parce qu'avec autant de blessés déjà en début de saison, ça complique déjà le scénario. Je pense que c'était un souci. J'avais dit en début de saison que les blessures pouvaient jouer un rôle. On se souvient de l'année après le titre de Liverpool, c'était un petit peu la même chose, une baisse de régime. Ici, Arsenal n'a pas le titre, mais 2 fois, ils ont été tout justes. Et ils ont donné effectivement beaucoup. Et là, peut-être que la justesse du noyau, moi, ça m'avait frappé. Le nombre de joueurs qui étaient dans l'effectif d'Arsenal en début de saison était peut-être le plus petit de tous les joueurs de toutes les équipes de Première Ligue. Il y a un bon plan à Arsenal. On sent que ça bosse. On sent qu'ils partent d'une saison en tirant les conclusions, qu'on travaille à partir... On sent bien... Même sur les 2 dernières, ils sont deuxièmes sur les 2 dernières. On sent qu'il y a... Et puis, il y a les impondérables. Et quand il y a un impondérable, il faut quand même gagner le match. Même à 10 contre 11, il faut gagner le match. Effectivement. Est-ce que vous connaissez Nicolas Jauvert ? Oui, on en a parlé déjà pas mal, lui, non ? Et maintenant, on le voit. À chaque phase arrêtée, on le voit à l'antenne, il sort du banc. Ça devient une mode. Maintenant, c'est la prochaine mode. Ils sont tous là et ils sont tous fêtés sur chaque phase arrêtée. Alors, on en a déjà parlé évidemment beaucoup avec Christian, avec tous ces buts marqués sur phase arrêtée. Arsenal est l'équipe qui marque le plus sur phase arrêtée depuis le début de la saison dernière. Mais Christian, il y a aussi l'autre côté de la pièce parce que Arsenal, finalement, commence à encaisser aussi beaucoup de buts sur phase arrêtée. Oui, et c'est pour ça que je vais apporter une petite nuance par rapport à ce que vous expliquez. Je trouve que de plein jeu, 4 buts encaissés, c'est pas mal pour Arsenal. Donc la mise en place, elle est bien. Le problème, c'est qu'ils donnent beaucoup plus de possibilités à l'adversaire puisqu'ils ont moins la possession de balle. Mais là où c'est inadmissible, c'est qu'ils ont encaissé plus sur phase arrêtée que de plein jeu. Or, sur phase arrêtée, c'est pas l'aspect physique, c'est juste un aspect organisationnel. Et comme on le voit ici, à la dernière seconde, on peut jouer une combinaison facile à 2 et se retrouver pratiquement tous dans le petit rectangle et ne pas savoir défendre correctement. Ici, c'est pareil, il y a un travail qui est fait, c'est aussi, et là, c'est intéressant parce que
eux qui ont le spécialiste des phases arrêtées, ils se font surprendre sur des combinaisons travaillées. Donc, il faut être bon offensivement, mais il faut aussi pouvoir anticiper ce que l'adversaire peut faire, parce que chaque semaine, il y a des gens qui analysent, il y a des membres du staff qui analysent et qui veulent surprendre aussi cet arsenal-là qui surprend les autres. Donc là, il faut absolument rectifier ça, parce que sinon, on va tout droit dans le mur défensivement. Il faut travailler un petit peu moins les corners offensifs et un petit peu plus les corners défensifs. On peut discuter des heures, hein, mais c'est de la concentration aussi, c'est une mise en place bien sûr. Et même, bon, contre Bournemouth, ils sont à 10, mais vous n'êtes pas en infériorité numérique sur ce genre d'action-là. Donc il y a deux joueurs, deux adversaires seuls au rebond. C'est peut-être des choix hein, aussi. Et ce qui est sûr, quand on joue le top dans une ligue comme la Première Ligue, il n'y a pas de place pour le doute. Et une équipe qui se met à douter sur certaines phases, ça se paye très très vite à ce niveau-là. Et malheureusement, c'est un peu ce qui arrive à Arsenal. Là, ils doutent sur les cartons et ils doutent maintenant sur les phases arrêtées. Oui. Il faut régler ce problème très très vite. Mais ils ne devront pas douter à St. James's Park parce que ça on se rappelle le match l'année passée, déjà c'est un match fou. Donc. Avec beaucoup de polémiques aussi, avec beaucoup de tensions. Donc on peut s'attendre évidemment à un match très nerveux ce samedi à 13h30 et je suis sûr que vous serez nombreux à regarder cette rencontre parce que c'est déjà un match, je ne vais pas dire décisif, on est trop tôt dans la saison, mais tellement important, à la fois pour Newcastle qui doit se relancer, à la fois pour Arsenal qui ne doit pas se laisser décrocher. À 13h30 aussi. À 13h30. Parenthèse. C'est tellement décisif parce que nous sommes habitués à un sans-faute de Manchester City. Ouais. Si City commence à craquer comme tout le monde, il y aura match jusqu'au bout. Hein. Ouais. Et c'est Christian qui veut conclure sur cette rencontre Newcastle-Arsenal. On vous écoute. Oui, la bonne nouvelle pour Arsenal, c'est que Newcastle n'a pas encore marqué sur phase arrêtée sans penalty. Donc voilà. Si là, il est surprenant, ça va être dramatique. Allez, il y aura du drame en tout cas, soyez là samedi à 13h30. On passe à la deuxième rencontre, une belle affiche aussi dimanche à 17h30. Manchester United face à Chelsea. This is Ultra. Is this his moment? Yes, it is. Manchester United, donc c'est le premier match de championnat de l'après Ten Hag. 14e les Red Devils avec 11 points depuis le début de la saison, alors que Chelsea semble quand même maintenant trouver un bon rythme de croisière parce que les Blues sont 5e avec 17 points. Voilà. On va commencer évidemment avec le bilan de Erik Ten Hag. On en a déjà un petit peu parlé. On a dit qu'il a coûté quand même très très cher au club. On rappelle quand même son parcours, 850 jours passés à la tête des Red Devils, 128 matchs, toutes compétitions confondues. On peut voir son bilan, s'il vous plaît. Le voici, le voilà. Là, on parle évidemment qu'en Première Ligue. Voilà, c'est un peu plus de 50% de victoires avec des détails finalement qui resteront des détails. Mais quand même, rendons à Ten Hag ce qui appartient à Ten Hag. Derrière, Pep Guardiola, c'est celui qui a remporté le plus de titres sur les 2 dernières saisons avec une Coupe de la Ligue et une Cup. Ouais, un miracle. Une Coupe de la Ligue et un miracle. mais il a ces titres-là. Ouais. Mais quand je vois le nombre de buts marqués et encaissés en Première Ligue, le nombre de défaites en Première Ligue, on parle quand même pas de Manchester United là. Si, on peut dire que c'est le plus grand club du monde parce que voilà, il y a le Real, il y a le Barça, mais je pense que globalement United c'est l'ombre du plus grand club du monde. Oui. C'est celui qui a lancé la réputation de la Première Ligue, très clairement. Il a dominé avec Arsenal aussi, mais Manchester malgré tout encore plus dominé par la suite avec Sir Alex. Et donc il y a une telle réputation mondiale. C'est vrai que quand on va en Asie, on parle d'Arsenal, mais Manchester c'est vraiment la référence absolue. Et quand on voit qu'ils ont gagné 3 matchs sur 9 cette saison, ils ont battu 1-0. C'était qui encore? C'était Fulham lors de la première journée avec un but de Zirkzee tombé dans la 87e minute. Ils ont été faire 0-3 à Southampton, mais qui ne bat pas Southampton? Et là, ils gagnent 2-1 contre Brentford. Mais dans un match où ils sont de nouveau menés à domicile face à Brentford, ils avaient déjà gagné contre eux difficilement. Et puis là, ils perdent 2-1 à West Ham, qui était en grande difficulté aussi. Et en première mi-temps, ils doivent mener 0-4. Ouais, on va reparler justement, on va voir le côté footballistique avec Christian. On va commencer par l'aspect défensif de cette équipe de Manchester United. Sous Erik Ten Hag, vous avez choisi quelques phases qui illustraient, je ne sais pas comment qualifier, cette espèce de cacophonie sur le terrain entre les différents secteurs de jeu.
Ben oui, une équipe comme Manchester United qui encaisse 8 buts dans le petit rectangle, c'est la plus mauvaise performance, qui encaisse 6 buts au cordeau et 5 buts sur centre. Ben vous avez la référence. Et donc, notamment, avec ce but où Van de Ven peut s'infiltrer comme il veut pour aller jusqu'à la baseline et pour donner un centre au cordeau où il n'y a personne qui prend en charge. Eh bien, ça, c'est symptomatique. C'est exactement ce qui se passe cette saison. C'est d'avoir cette difficulté à pouvoir défendre par les flancs, alors qu'on a vu que dans l'infographie précédente du début de PL Club, on a vu qu'on marquait beaucoup moins de buts sur centre, alors probablement que tous les buts marqués sur centre, c'est du côté de Manchester United. Donc il a fait la totale en fait. Il a presque poussé à le virer. Et c'est ce qui se passe avec Manchester United. Il faut absolument pouvoir bloquer ses flancs parce que c'est beaucoup trop simple cette saison de marquer comme ça. Alors, il y a les problèmes défensifs, mais on a encore vu à West Ham, là on a vu le but marqué du côté du London Stadium dimanche dernier, mais quand on voit le match face à West Ham, c'est un match que Manchester United ne peut jamais perdre. Ça doit être déjà, je sais pas moi, 0-3 au moins à la mi-temps. Oui, il y a une bonne volonté offensive, mais quand on encaisse autant de buts, c'est un peu dans le même principe que Chelsea. Il y a cette volonté de vouloir faire le jeu et d'avoir quand même, avec une équipe de ce niveau-là, de vouloir créer des actions, et c'est quand même le minimum qu'on puisse demander. Et bien là, voilà, ils ont quelques actions, ils ont quelques facilités, mais voilà, ça ne rentre pas non plus. Donc la volonté, elle est là, probablement offensivement. Mais il n'y a que la concrétisation qui compte finalement. L'épreuve des faits, c'est de marquer des buts. Bon, là, je pense qu'il l'a fait exprès. Mais voilà. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit, ça, c'est la fin de Ten Hag. Parce que quand on a une occasion. En plus, le premier geste est magnifique. Et là, on se dit, c'est pas possible. Bon, en attendant, Ten Hag n'est plus là. On va parler du présent et du futur. C'est Ruud van Nistelrooy qui est arrivé. C'est sûr qu'il est parti, hein, vous confirmez. Aux dernières nouvelles. Il n'est pas planqué dans un coin du stade, hein. On verra. Mais en tout cas, c'est Ruud van Nistelrooy qui a donc joué mercredi soir son premier match avec le Red Devils. Victoire 5-2. Et qui a marqué. Non, il a pas marqué. Il a fait marquer les attaquants. On se souvient quand même qu'il a été meilleur buteur de cette première ligue. Victoire 5-2 face à Leicester. Donc tout d'un coup, Ten Hag est parti et cette équipe marque 5 buts. Donc c'est presque autant que depuis le début du championnat. Mais là, ils l'ont fait en un match. 5-2 face à Leicester. C'est un bon résultat. Oui, et avant le match, il avait dit Coupe de la Ligue. On va vouloir avoir le ballon beaucoup dans ce match-là et on va vouloir donner du plaisir aux spectateurs qui nous suivent. Et c'est vrai que le public de Manchester reste malgré tout là. Ils ont vécu des moments très très compliqués, mais ils étaient là hier aussi pour voir le renouveau. En même temps, ils viennent du monde entier. Non, je sais bien. Oui, mais malgré tout, c'était un premier test. Bon, c'est Leicester, il faut rester prudent. C'est la Coupe de la Ligue, il faut rester prudent. Mais marquer 5 buts, ça, c'est ce qui manquait exactement à Manchester United. Ça redonne confiance. Ça montre aussi peut-être que le vestiaire a envie, finalement, maintenant que Ten Hag n'est plus là, de remettre un petit peu les choses en place. Je reste sceptique parce que le réel renouveau ne vient pas. Ils peuvent encore changer beaucoup de coachs. Donc Ruben Amorim, on le répète, on en a parlé un petit peu en début d'émission. Oui, au moment où on fait l'émission, il n'a pas encore signé, mais ça va probablement se signer dans les heures qui viennent. Enfin bon, on verra, parce qu'ils sont capables de racheter 6 joueurs au mercato d'hiver et de relancer quelque chose. Mais de toute façon, il faudra déjà relancer la machine d'ici là. Si Amorim arrive, il ne pourra pas acheter des joueurs. Il faut relancer la machine dimanche. Vous savez ce qu'il faut relancer ? La marque. La marque Manchester United est en train de sombrer. Bien sûr, effectivement. Bon, on sait qu'il y a des nouveaux investisseurs qui essayent aussi de changer l'image, mais il y a encore du travail. Gros test quand même pour les Red Devils face à une équipe, Christian, de Chelsea qui va mieux. On a l'impression que c'est vrai qu'il y a l'arrivée d'Enzo Maresca, mais qu'on est quand même aussi sur la continuité de ce qu'avait fait Pochettino en fin de saison dernière. Et on le dit toujours, il faut toujours 6 mois pour s'adapter au nouveau manager. Voilà. Ça va mieux, 5e, mais vous avez quand même remarqué que défensivement, on peut dire que ça continue à flotter. Il y a des moments qui restent quand même assez compliqués. Bruno l'a évoqué dans le direct la semaine passée, c'est toujours la même chose. Il y a une vraie volonté. C'est vrai qu'il y a des changements, il y a une volonté au niveau de l'aspect offensif. Ça passe pas encore assez par les flancs, mais on a expliqué pourquoi la semaine passée. C'est beaucoup de transitions rapides. Mais défensivement, ils ont des moments de flottement qui sont impressionnants. On l'a dit lorsqu'on a évoqué Newcastle. Newcastle aurait pu revendiquer quelque chose d'autre
dans ce match-ci, voilà, il y a le ballon quand même qui est sauvé sur la ligne, sur cette action-là. On l'a vu dans le sujet de Newcastle, le but encaissé avec une combinaison collective qui est partie très loin et il n'y a pas eu d'interférence jusqu'à quand il a marqué. Ici, voilà, il y a quand même une boulette et puis après, il faut vraiment que Alexander Isak, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, à mon avis, il était dans un match de futsal pendant 10 secondes, il a voulu essayer de dribbler. Mais on voit quand même que défensivement, il y a encore des flottements et il y a encore trop de buts encaissés. Il faut encore améliorer ce domaine-là. Et on peut relativiser les choses parce que sur les 3 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois. C'était contre Newcastle, on vient de voir, ça aurait pu tourner autrement. Là, ils viennent de perdre encore une fois un coup de la Ligue, mais quand même. Donc, c'est pas encore une équipe très équilibrée. Il y a des hauts et des bas à Chelsea. C'est vrai qu'ils ont fait un 2-6 à Wolverhampton dans une mi-temps. Oui, waouh. La deuxième mi-temps était complètement folle. Et c'est vrai que Cole Palmer est probablement le meilleur joueur de Premier League pour l'instant. 7 buts, 5 assists. Il est aussi, lui, sur la continuité de la saison dernière. Mais son pré-assist, là, ça se dit ça, pré-assist. Oui, bien sûr, cette passe, on l'a souligné dans l'Europe des 11. Mais c'est vrai que c'est quand même encore très inégal dans ce qu'on produit au niveau de Chelsea. Il faut se rappeler aussi la qualification face aux Servettes de Genève en Conference League, quand même. Ça s'est passé tout juste. Hein. Même au match aller, il gagne 2-1, mais ça aurait pu tourner autrement. J'avais regardé ce match-là. C'est encore en construction. En convalescence, en construction, il y a plusieurs termes. Alors, je pense que Maresca a pris des décisions au niveau des joueurs. Il a déjà fait un peu le tri. Voilà, il a fait un peu le tri et il a une structure de joueurs qui semble plus égale maintenant. Mais on est encore loin d'un Chelsea qui est à niveau pour se qualifier pour la Ligue des Champions, je pense. Alors, vous parliez de ce match à Wolverhampton, où c'est 2-2 à la mi-temps, et puis ils explosent les Wolves en deuxième mi-temps. Christian a remarqué que c'est la meilleure équipe au retour du vestiaire. C'est l'équipe qui marque le plus sur le quatrième quart d'heure, pardon. Et on va voir quelques-uns des buts. C'est vrai qu'il y a Palmer, mais c'est vraiment toute l'équipe qui s'y met. C'est un très bon signe, par contre. Elle est jeune, hein, on l'a dit, donc je pense qu'un discours de mi-temps peut insuffler quelque chose, mais Chelsea est en danger dès que Chelsea marque, en fait. Parce qu'après, il y a... Ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui se déconcentre, qui s'assoupit. Je trouve que pour l'instant, Robert Sanchez traverse une crise de confiance. Chaque ballon cadré, c'est goal. Et ça, c'est compliqué. Quand vous commettez pas mal d'erreurs défensives, si votre gardien n'arrête pas tout, comme Tché l'a fait à une autre époque, ben oui. Mais ils ont aujourd'hui un attaquant, Jackson, une occasion, un but. Même quand parfois il s'est annulé pour une position de hors-jeu. Une occasion, un but. Celui-là a été validé. Hein. Okay. Mais une occasion, un but, exceptionnel. C'est quand vous avez ça soulage tout le groupe. Hein. Mais je crois que Maresca est en train de gérer les égos de Chelsea. Vous vous souvenez, l'année passée, quand le penalty, dans un match où il mène 4-0, il se dispute sur le terrain face à tout le monde avec Jackson. Finalement, c'est Cole Palmer qui met de l'ordre. Ça montre quand même qu'il y a des égos à gérer et c'est pas facile. Et Maresca est en train de faire le travail. Évidemment, il a été à bonne école avec quelqu'un comme Guardiola qui sait gérer. Voilà. Donc ça, c'est le travail en cours à Chelsea, je pense. Donc, pour conclure, on peut dire que c'est un match très ouvert, finalement. Absolument. Cette rencontre de dimanche. Oui, et puis Newcastle doit quand même, à un moment donné, gagner des matchs pour revenir un peu vers un championnat européen. Ouais. Et Chelsea garde l'ambition de... Je ne sais pas s'ils en sont capables cette saison. Manchester, vous parlez de Manchester, vous avez dit Newcastle. Manchester doit gagner des matchs. Doit gagner parce qu'à un moment donné, il faut aller vers les sommets et les Blues doivent rester le plus longtemps possible en flirt avec le top 4. Ce sera de toute façon pas un match défensif. Non. Impossible. Avec les deux équipes, ça c'est vraiment impossible dans ce match-là. Rendez-vous donc pour du grand spectacle dimanche à 17h30. C'est souvent les matchs de 17h30, ce sont les chocs du week-end. Et là, on a deux géants qui ont besoin de retrouver quand même leur place dans la hiérarchie de cette première ligue. Les rendez-vous de ce week-end, on l'a dit, ça commencera donc à 13h25 sur Divertissez-vous, sur vous, Sport World aussi. Goals of the Day, ça c'est votre prêt. Ce sera Liverpool-Brighton et ce sera une revanche aussi de l'Europa League, de la Coupe de la Ligue, puisque Liverpool était gagné 2-3 à Brighton. Ça risque aussi d'être un match très spectaculaire. Brighton a souvent réussi de très bons résultats. On se souvient du 3-3 avec le triplé de Trossard. Exactement. Wolverhampton-Crystal Palace, le match de 18h25, ça c'est pour le samedi. Le dimanche, c'est pour Bruno. Mais les Tottenham à domicile face à Aston Villa, on a quand même une très très jolie affiche. Et Man United face à Chelsea, c'est quand même une affiche de légende au niveau de ce championnat. Il y a quelques années, on parlait du Big Four.
Bien sûr. avec Manchester United et Chelsea. Ben, écoutez, Tottenham, Aston Villa, Man United, Chelsea, c'est le Big Four du dimanche. Hein. Ouais, c'est le Super Sunday. Voilà. Exactement, avec Fulham, Brentford. On regardera quand même Fulham, Brentford. C'est gentil, c'est moi qui le commande. C'est le Super Je vous remercie. C'est le Super Monday. Avec un œil sur le déo. Et puis, c'est le Monday Night Football. Oui. C'est toujours, c'est différent le avec football. un super attaquant. En plus, oui. Et puis le lundi, c'est votre prêt. Oui, voilà, chacun son tour. Voilà. Le Goals of the Day, c'est pour Philippe. Le lundi, en général, c'est pour moi, mais c'est pas non plus une exclusivité. Et Christian, c'est tous les matchs. Donc, voilà. Christian, c'est surtout aussi sur les gros matchs avec Bien Discord. sûr. Et on peut mettre le QR code parce que si vous n'avez pas encore rejoint Christian et la communauté Première Ligue, vous Sport World, vous pouvez le faire. Ce sera je suppose, hein, Christian, le rendez-vous du dimanche à 17h30, Manchester United, Chelsea. Vous confirmez? Oui, et puis je mettrai aussi sur le match de Tottenham-Aston Villa. Comme ça, on fait la continuité du dimanche et on sera bien avec nos abonnés. On vous l'avait dit, c'est un Super Sunday. Ça, c'est pour Discord. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents médias sociaux de vous Sport World que voici, que voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il est temps maintenant de se préparer pour les matchs du week-end. Merci Bruno. Salut. Merci Philippe. Et merci évidemment à Christian, que l'on retrouve la semaine prochaine. Oui, encore une journée avant la trêve internationale. Merci Christian. Merci à vous et passez un excellent week-end. Et bien voilà, le message est passé. Bon week-end de Première Ligue. À très bientôt. Bye bye. La Première Ligue poursuit sa marche en avant sur Wii Sport World. Samedi à 13h25, commencez votre week-end par Newcastle Arsenal. Puis dès 15h45, vivez l'indémodable Goals of the Day avec Bournemouth face à Manchester City, Ipswich qui accueille Leicester, le déplacement de Brighton à Liverpool, la réception de West Ham par Nottingham Forest, sans oublier le face-à-face entre Southampton et Everton. Et à partir de 18h25, retrouvez Wolverhampton Crystal Palace. Ensuite, dimanche à 14h55, Tottenham reçoit Aston Villa. Et dès 17h20, Chelsea se déplace à Manchester United pour le choc de ce week-end. Enfin lundi, concluez votre 10e journée par le derby londonien entre Fulham et Brentford. La Première Ligue, dans son intégralité et en exclusivité, c'est sur vous Sport World.